En compagnie de Françoise Lutgen de l'association d'art contemporain du Luxembourg belge et de Célestin Pierry qui fait partie de l'équipe mais qui est également artiste. Françoise, je vais vous demander de nous dire ce qui se déroule actuellement sur le site même de ces expositions. Alors, nous avons depuis début septembre entamé la dernière exposition de la saison, l'exposition d'automne qui se tiendra jusqu'au 20 octobre. Avec 4 artistes qui occupent chacun un espace, donc Auré au premier, au deuxième de l'espace Grèche, des containers, et une autre artiste qui occupe toute la maison des forges. Alors on va le découvrir l'un après l'autre, peut-être, je veux bien les citer. Il y a Hélène Petite, Dani Danino, Ida Ferrand et Evelyne Debert. Voilà, Célestin, si vous voulez bien, on va parler d'Hélène Petite, nous dire un petit peu comment elle travaille, parce que c'est pas de la photographie, c'est pas de la vidéo. Comment ça se passe justement? Comment on appréhende cette œuvre? Bon, Hélène Petite, c'est une photographe avant tout. Donc au départ, elle travaille l'image, la photographie. L'image qui est ici, c'est une image qu'elle a prise en Norvège lors d'une résidence. Mais c'est une image qui aurait pu être prise ici sur le site. Ce qui était important, c'était que ce soit une image qui soit en reflet. Donc la nature qui se reflète dans les temps. Et donc elle a pris cette image en Norvège et une fois qu'elle a son image, elle la retravaille. C'est-à-dire qu'elle la transforme, elle l'imprime. Elle modifie le papier à l'impression, par exemple, elle peut le froisser, des choses comme ça. Le travail qu'elle a fait ici, donc c'est une vidéo par rapport à une image fixe. Et l'image, elle se déploie devant nous lentement. C'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui l'a fait bouger lentement devant nous. Donc au contraire d'un photographe qui promène sa caméra sur le paysage et donc qui a un regard sensible, ici c'est un regard complètement froid, c'est-à-dire c'est une production mécanique, mathématique. Est-ce que c'est aussi invité, je pose la question à vous deux, mais le visiteur à se projeter finalement aussi ou pas? Oui, pour moi, quand je suis devant le travail d'Hélène, je quitte tout, sauf cette image et sauf ce rapport à ce qui se passe là. Dans ce mouvement qu'on ne repère pas tout de suite, on est un peu perdu au départ. Pas perdu par rapport à l'image, parce qu'on est pas mal. Elle est en noir et blanc, enfin elle est pas mal, elle est reconnaissable, c'est ça que je veux dire. Et puis très doucement se passe quelque chose, mais on ne perçoit pas toujours tout de suite ce qui se passe. Le spectateur est un peu perturbé, puis lentement on va comprendre un petit peu ce qui se passe. Avec un dédoublement en plus, il y a quelque chose qui se produit à un moment, toujours dans le même rythme, ce rythme, comme disait Célestin, qui n'est pas notre rythme de regard normal, on va dire, habituel. C'est une réflexion, pardon, ça m'a intéressé quand on a fait la visite, vous avez dit c'est aussi une réflexion sur la notion du temps. C'est vrai aussi, ça. Mais finalement. Oui, parce que je reviens à l'image du caméraman qui va balayer sa caméra sur le paysage, il va avoir son temps à lui, c'est sa sensibilité à lui. Ici, dans l'image, il n'y a pas de sensibilité, c'est tout à fait mécanique. Mais quand on est devant l'image, on recrée tout de suite une sensibilité, parce qu'on a l'impression que ça va vite, que ça va lentement. Il y a des choses qui nous plaisent, donc on s'attarde sur un objet qui se déplace, des choses comme ça. Donc en fait, le temps qui est structuré, on le rend tout de suite beaucoup plus sensible et ça devient quelque chose qui est, comme c'est très très lent aussi, un peu hypnotique. Voilà, alors Françoise et Célestin, quel artiste on va découvrir? Et ce sont, c'est impressionnant, hein, tout simplement, c'est un grand mur, on va dire. Qu'est-ce qu'on découvre alors? Alors ici, on est face à un travail de Dani Danino. Dani Danino, bien connu en Belgique pour son travail, on va dire, de graveur-dessinateur. C'est un gaillard qui a le sens du trait, qui a le sens du dessin, on connaît, enfin pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe, on connaît ces grands dessins très tourmentés, avec une rapidité du trait, une vivacité du trait, et en même temps un propos qui est souvent relié à la destruction, à l'angoisse de la mort, enfin bon, tous ces éléments-là. On retrouve des parts de ça ici, mais je pense qu'il faut peut-être d'abord aborder ce grand pan de mur qui est scindé de façon géométrique, d'une certaine manière, hein, donc par tous ces tableaux qui se succèdent. Je ne sais même plus le nom qui est exactement ici, c'est 14, je crois qu'on en a. Ces tableaux qui viennent occuper donc tout ce grand pan de mur, avec ce bleu qui apparaît évidemment comme ça va de soi quand on entre, un bleu qui est un bleu assez soutenu,
qui n'est pas son bleu généralement, parce que le bleu est sa couleur, Dani Danino c'est le bleu, sa couleur, qui est plus bic généralement, on dit bic, mais bon, qui est stylo à billes, et qui ici est légèrement plus prononcé, un peu plus vif, certains ont dit un peu clin. Bon, ce travail est un travail de sérigraphie, avec des éléments rehaussés en dorure à chaud. Bon, voilà, c'est quelque chose ça qu'il ne pratiquait pas. Il a réalisé complètement cette série, où il y en a même plus que ceux qui sont là de tableaux, pour le lieu. Donc Dani est venu ici, il a abordé les lieux, la forêt, il y avait, on sait qu'il y avait un moment le problème de peste porcine, il y avait un peu toutes ces notions-là qui ont travaillé dans son esprit, et il a vraiment fait son travail chez lui, mais en venant plusieurs fois et en étant très proche de tout ce qui peut animer, on va dire, les notions qui lui il anime, mais reliées à la forêt et au bois. Et bon, c'est comme ça qu'on retrouve des motifs. Les motifs, chacun pourra venir les voir, mais les motifs du bûcheron, d'animaux de la forêt, d'oiseaux morts répandus, enfin bon. Donc ces motifs-là qu'il a choisis pour ce travail ici. Alors ce qui est un peu différent pour moi de ce qu'on voit généralement chez Dani, c'est qu'il a laissé des respirations. Généralement, on est dans un tournoiement peut-être beaucoup plus baroque encore. Ici, il y a déjà peut-être par la structure de quadrillé, et puis cet arbre qui vient se poser dans plusieurs des tableaux structure finalement assez fort les éléments. Et donc, on a quelque chose, il y a des lieux où on peut être un peu derrière l'image. Alors techniquement, en deux mots, parce que voilà, il a maîtrisé certainement mieux que moi la technique, et il a travaillé en sérigraphie, 3 dessins de base, des calques, avec lesquels il est allé dans un atelier à Paris chez Jérôme Arcaille, qui est un superbe atelier d'impression d'art. Là, avec ces 3 dessins de base, il les imprime parfois 1, parfois 2 sur le même papier, parfois à l'endroit, à l'envers, donc il joue avec les éléments. Et donc il en a fait en total, je crois que c'est 35. Enfin, il a fait un assez grand nombre, enfin grand nombre, 35, d'un mètre sur 1,50 m. Puis avec ces papiers imprimés donc en sérigraphie de chez Jérôme Arcaille, il est revenu dans un autre atelier d'art belge bien connu aussi de Xavier Michel, où là il a retravaillé la dorure à chaud. Il a travaillé la dorure à chaud. On retrouve ici d'ailleurs les matrices qui ont servi pour la dorure à chaud, donc matrice en magnésium que lui a réalisé évidemment, et donc avec 2 techniques dont on va passer les détails maintenant. Il va aller appliquer sur certains de ses dessins, enfin certains de ses sérigraphies, des parties, parce que l'impression se fait en partie manuellement, des parties ou l'ensemble des plaques. Et donc on voit apparaître parfois de manière plus, par exemple comme là, plus forte, on va dire cet élément de dorure, bon pas une dorure claquante, une dorure subtile. Parfois c'est très subtil et c'est presque des grisés qui apparaissent, parce qu'on n'a plus que de petite part. J'ai oublié de le dire pour les bleus aussi, selon les tirages et le passage, l'encre est plus ou moins marquée et par moments elle file aussi dans la disparition. Donc on est souvent dans ce jeu chez lui de vie, disparition, tout ce qui peut se passer entre les deux, du fantasmé aussi, peut-être du rêve, du fantasmagorique parfois dit-on. Il y a un peu tout ça chez Dani et il nous a offert un beau travail ici, vraiment relié aussi au lieu, c'était essentiel pour lui. La thématique est intéressante aussi, comme on l'explique, il s'est inspiré du site, et quand on creuse un peu dans les dessins, on voit pas des messages, mais on voit plein de thèmes qui ont rapport avec ce site aussi. Oui, tout à fait. Donc au niveau du dessin, il s'est vraiment, partant des containers et de la vision qu'on a des containers, donc inspiré des éléments végétaux, de la structure, des bâtiments, les bûcherons, les animaux. Il y a quelque chose de narratif dans son travail qui est récurrent. Et comme il inverse les choses, comme parfois c'est imprimé à l'envers ou sur la droite ou sur la gauche, ces éléments reviennent en permanence et créent une narration vraiment très étrange, très particulière. Exactement. Oui. Exactement. François, si vous voulez bien, on va passer à l'étage au-dessus. C'est un petit peu le même principe de travail, non? On va dire, c'est de la gravure. C'est pas de la sérigraphie, voilà. Mais c'est une graveuse, donc ça, il y a un lien technique, même si ce n'est pas la même technique de gravure, avec Ida Ferrand, une jeune graveuse. On y va. Autres œuvres très intéressantes.
Je ne sais pas qui veut en parler en premier, je vous laisse nous Oui, c'est présenter. Célestin. Eh bien voilà, Ouais, c'est Célestin. pareil. Dites-moi un petit peu, on va dire qu'il y a une façon, il y a une réflexion aussi dans cette création. Oui, tout à fait. Donc Ida Ferrand, c'est une toute jeune artiste, graveuse, qui sort de l'école des Beaux-Arts à Bruxelles, donc qui a travaillé la gravure. Le sujet ici, c'est la friche industrielle. Donc elle a fait toute une série de voyages, de photographies également dans une friche industrielle dans le Hainaut. Et elle s'inspire de ces endroits qui sont mi-nature, mi-structure, c'est-à-dire les bâtiments, les structures industrielles. Et elle travaille par séquence, par plaque, c'est-à-dire qu'elle grave, elle grave des plaques qu'elle imprime, et puis elle réimprime, elle retravaille ces plaques, de telle sorte à ce que ce soit des gravures qui soient évolutives, c'est-à-dire que ce sont des pièces uniques, parce que la plaque est modifiée quasiment à chaque fois. Et donc on a des séries sur des structures, un mélange entre la structure et les éléments qui ne sont pas vraiment végétaux, mais plutôt organiques, enfin quelque chose de plus libre au niveau du dessin. Et vous me l'expliquiez, Françoise, c'est aussi, ça pourrait se rapprocher des plans parce qu'on peut plier l'œuvre. Oui. Donc je vais, par exemple, si on peut avancer, On peut voilà. prendre celle-là. Voilà. Là, il y en a une Il y a plus une loin. notion qu'on filmera. On C'est peut une des plier, toutes c'est la dernières transforme, voilà. oui, qu'elle a réalisée. Elle savait déjà qu'elle viendrait chez nous, à croire qu'il y avait peut-être quelque chose qui traînait dans son esprit, parce qu'on a un peu la sensation que les containers sont là. Donc Oui, ce n'est pas son exactement. intention. Elle est totalement imprégnée par ce lieu qu'elle a fréquenté sous tous les angles, j'ai envie de dire, dans des vues d'ensemble et parfois beaucoup plus resserrées. Comme disait Célestin, il y a tout cet organique qui vient s'en mêler. Donc vous parliez d'idée du plan, c'est vrai que dans ces papiers, on le retrouve là-bas aussi, on peut, avec son travail, le replier en partie, partiellement ou beaucoup plus serré, et chaque fois, on va redécouvrir une autre approche, mais qui est chaque fois cohérente. Donc elle est évidemment très très belle dans son étendue, comme on le voit là. Mais si on replie les éléments, on a une cohésion d'un motif, d'un ensemble de motifs qui reste très très beau et très, très subtil. Et comme Célestin l'expliquait, on voit au-dessus, par exemple, c'est très structuré, je ne sais pas si c'est un somme ou quelque chose comme ça, et en dessous, ça devient beaucoup plus organique, donc il y a à la fois le côté plan calculé et le côté humain, qu'on va dire, où on laisse de la liberté finalement, non? Oui, Oui. Ça, c'est bien, parce mais que c'est deux façons, Ida voilà. est quelqu'un qui est très sensible, ça, quand on la rencontre, on le sait aussi, et ce site qui est avec ses côtés parfois peut-être rudes, en même temps envahi maintenant par la végétation, par toutes sortes d'éléments, donc il y a du rude qui côtoie la nature, etc. Elle prend tout ça aussi, et je pense que tout ce qui, c'est un peu comme ça que moi je le vis, tout ce qui épidermiquement vient peut-être travailler ou bien vient s'imprimer aussi chez elle, va être rendu avec cette sensibilité-là, et elle va le travailler dans son dessin, dans sa façon de graver. Et ce qui est beau aussi, c'est que c'est un peu la particularité de tous les sites industriels ou des friches industrielles, c'est qu'on ne perçoit l'humain que par la trace qu'il a laissée. Et donc en dehors je trouve en dehors de la qualité technique, il y a la présence de l'homme, il n'y a pas de présence humaine, physique dans les dessins, mais c'est tout le temps cette trace qui est là. Et cette espèce de combat aussi qu'il y a entre la nature, quelque chose d'organique et quelque chose de structuré. Et je rebondis avec vous, Célestin, si vous voulez bien m'accompagner, parce qu'on en a parlé aussi justement. Le côté humain, c'est ici, on voit par exemple une maison, et au-dessus, ce côté plan, et juste à côté, c'est la même base, on va dire. Est-ce que, là, je vais vous demander l'œil d'artiste, est-ce que c'est facile de revenir sur le même sujet, mais pas de créer la même chose? Mais je pense qu'on revient tout le temps sur le même sujet, et c'est probable qu'elle crée la même chose, mais ce qui est beau, c'est comme c'est des séries, c'est l'évolution. Exactement. C'est comment on passe d'une chose à l'autre, en fait. Ouais. C'est de jouer sur les nuances aussi, finalement. Oui, et puis il y a tout un jeu, parce qu'on retrouve des éléments d'une gravure à l'autre. Et pour revenir sur l'élément humain, on le trouve aussi dans la facture de la gravure, parce que quand elle est pliée, c'est aussi de nouveau l'absence de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'a eu dans sa poche, qui s'est promené avec.
Donc il n'y a pas de on ne perçoit l'humain que par son absence. Voilà. Ben là, c'est très très beau dans ce. Là, vous m'avez fait une superbe transition parce que vous dites on a voyagé avec l'humain. On va découvrir la dernière artiste, si je ne me trompe pas, et on est en plein dans le sujet finalement. Oui, certainement. La trace est avec elle. Dernière artiste dans cette petite maison, c'est vraiment sympa. On redira où ça se situe tout ça, toute cette galerie. Je vous laisse rentrer dedans parce que c'est à la fois personnel et une envie de partager, on va dire, le travail de cet artiste. Alors Evelyne Debert, oui d'abord, elle aussi, elle est beaucoup venue ici, elle est venue plusieurs fois, s'imprégner du lieu. La petite maison, c'était comme une évidence pour elle, je crois. Et donc, avant de proposer le travail qu'on va découvrir, elle a mûri les choses. Donc elle est venue dans les lieux, elle a vu la nature en hiver, mais bon, on comprend un peu ce qui s'y passe même en hiver. Et à partir de là, elle a choisi ce qu'elle fait, généralement des objets anodins, on va dire, a priori anodins, de la vie parfois de tous les jours. Et elle, on pourrait presque dire qu'elle les sacralise. Donc, en tout cas, elle propose de nous faire entrer en contact avec ces petites sensations. Bon, là, elle fait rapport à Leibniz. Ben voilà, on va découvrir. Bienvenue dans la maison d'Evelyne, on peut dire ça. Mais voilà. On n'est pas dans un conte non plus. Mais presque, subtil. Parce que finalement, c'est une histoire qu'elle partage avec les gens, j'imagine, non aussi. Une histoire intime, oui, c'est clair. Elle part d'objets de son intime, de sa vie intime, de son intérieur, et des objets qui ont un lien avec le site. Donc, quand on est là, je vois que vous visez les scories qui en sont et qui n'en sont pas, puisqu'on les verrait au niveau du poids, celle qui les a réalisées, mais elle les a vus ici, ça l'a frappée, cette trace, parce que ces objets aussi évoquent toujours la trace du temps, du passage des mains, peut-être de choses qui paraissent anodines, mais qui laissent trace en nous, et des choses parfois très profondes finalement, qui sont ancrées quelque part dans nos souvenirs, c'est même pas d'ordre du souvenir, c'est plus subtil que ça, et donc elle crée à partir de ces objets-là de très beaux objets, je trouve. Ben justement, je vais vous proposer, on va rentrer ici, oui. Et Françoise, vous allez me redire ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure avec ce bocal, parce que sur le coup, ça a l'air comme ça anodin, oui. Mais en fait, finalement, vous avez raison, ou l'artiste a raison. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors, je crois que tout le monde peut le voir, ce sont un amas de savons usagés qui ont servi. Ce sont des savons qui sont à elle, qu'elle a utilisés chez elle au fil du temps, qu'elle collecte, qu'elle garde précieusement comme des objets précieux, et avec lesquels, c'est du moins ce qu'elle dit, qu'elle a pu donner le bain à ses enfants, qu'elle a utilisé elle-même. Il y a un rapport très fort chez elle à la peau et au travail des mains et à la manière dont elle enrobe les choses aussi. Et donc en les enrobant, c'est une manière de leur donner une présence qui est arrêtée dans le temps et dans la symbolique des éléments pour elle. Et donc, voilà. Justement, alors on va passer juste au-dessus, je vais vous demander de venir à côté, Françoise, parce que ça correspond exactement à ce que vous venez de décrire, finalement. Oui, bon, ici, en soi, je trouve cet objet très beau et très, très subtil, il dégage quelque chose. Et bon, c'est parti uniquement des poils de chat, de son chat, on ne parle pas du chat du voisin ou n'importe qui, elle n'a pas non plus récolté des poils à gauche et à droite. Et il y a dans cette boule, cette présence des mains d'Evelyne, la manière dont elle va leur donner une forme qui vient là se poser de façon tout à fait inhabituelle et qui provoque, moi je suis beaucoup trop près d'ailleurs, j'allais dire qui nous donne à la regarder avec une petite distance quand même, pour lui donner peut-être il y a cette notion de temps arrêté chez elle aussi, suspendu. Et chacun peut après venir avec ses propres sensations par rapport aux éléments. Elle invite à cet échange-là aussi, elle laisse le spectateur libre de venir avec son rapport à l'intime par rapport à des objets. Et voilà, justement, je passe à vous, Célestin. Il y a aussi le rapport au mystère, on va dire, quelque part, ou aussi à la connexion avec la nature. Qu'est-ce qui se trouve derrière vous? Parce que vous me l'avez expliqué, et tout d'un coup, ça prend vraiment tout son sens. Comme on est dans un espace intime, dans son espace à elle, il y a deux types d'objets qu'elle a ramenés. Des objets qu'elle a ramenés de sa maison, de son atelier, et des objets qu'elle a pris ici de l'extérieur, comme ici des tiges qu'elle a emballées de la même manière qu'elle a emballé
enfin elle a déployé ce drap sur le mur. Donc c'est une façon de les préserver, de les mettre les uns avec les autres, c'est une façon de s'approprier l'espace. Est-ce que ça peut... Alors peut-être c'est un grand mot, mais est-ce que c'est pas une sorte de rite aussi, non, finalement? C'est un rite qu'on fait tous en tous les cas, parce qu'on fait tous ça, prendre des choses, les amener chez soi, et essayer de peut-être se protéger, de personnaliser quelque chose du lieu, de le rendre à sa façon, à sa manière d'être aux choses aussi. Et aussi par rapport à ces objets-ci, il y a un côté presque sacré, c'est-à-dire qu'ils sont sanctuarisés. Exactement. Voilà. Et je parlais de mystère parce que la limite, ça relève encore de l'intime, on ne sait pas forcément ce qu'elle a emballé finalement. Non, pas forcément, non. C'est vrai. Ouais. Et justement, alors je vais continuer avec vous, Françoise, on va passer à l'étage au-dessus, parce que c'est, comme je vous le disais, moi j'avais projeté, c'est une sorte de rite aussi, donc là-haut, est-ce que c'est pas... Oui, c'est très relié à ce qu'on Ouais. découvre déjà ici au rez-de-chaussée. On va aller voir la suite d'ailleurs, la manière dont elle a poursuivi un travail, toujours avec les savons. Donc là, ils viennent un peu en appel à ce qui se passe à l'étage. On poursuit la découverte de l'univers de cet artiste, hein, finalement. La thématique du savon, j'allais dire, est encore présente, non? Oui, on va peut-être pas parler de thématique. Ouais. Mais en tout cas, du Oui. souvenir grâce à ça. Oui, tout cas. vraiment de cet objet a priori anodin ou qui fait partie de toutes les maisons. Mais bon, quand on prend un savon, on sait quand même qu'il y a eu 1000 passages des mains, l'eau, la peau, donc tout ça est là. Et puis ces objets prennent une forme au fil du temps avec de l'usure. Et dans la manière de les disposer là, d'avoir fait un choix, vous avez vu le bocal en bas, il y a un choix qui a été fait. On se retrouve face à ces petits objets présentés comme des bijoux presque, et comme des pierres précieuses, c'est difficile à dire, mais bon, sans y mettre un côté clinquant, pas du tout, mais dans la forme qui se pose là, on se retrouve face à des objets qui nous invitent vraiment à se poser et à accepter de nouveau, de se laisser peut-être faire nous-mêmes par l'effet de mémoire, et comme disait Célestin, il y a ce côté sacré finalement de l'intime, de l'objet anodin, mais qui, de par ce qu'il contient en lui-même, de par ce passage du temps, etc., comme je l'ai dit, devient sacré et prend une autre dimension. Et Célestin, alors du coup, moi, il y a, je ne sais pas comment on dit ici, c'est une grande œuvre hein, au centre. Moi, je reviens à ce côté sacré. Est-ce que vous seriez d'accord? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sous le toit, c'est comme pour protéger la maison. Est-ce qu'on peut le calculer comme ça aussi ou... En tous les cas, je ne sais pas si c'est pour le protéger, mais c'est aussi pour disposer la maison d'une certaine façon. Pour disposer la maison, par exemple, ici, on avait donc des longs pupitres. Et le fait d'utiliser aussi ces branches, c'était pour casser cette dynamique-là et d'avoir des choses qui travaillent sur la verticalité. Donc c'est pour l'accorder la maison, c'est pour l'accorder à soi-même. Et c'est intéressant parce qu'on voit les toiles qui enveloppent les tiges en bas, mais cette fois-ci, elles sont disposées, elles ne servent pas pour ça justement, hein. Mais le lien est fait, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au savon, c'est que dans l'espace ici en haut, on a quelque chose qui est quand même supplémentaire, c'est qu'on donc les savons, elle les photographie et puis elle les redessine. Donc on a le principe de la nature morte et on part d'objets qui sont entre guillemets vulgaires et on arrive à l'œuvre en fait. Ouais. Exactement. Ça ressemble presque à des pierres aussi, on pourrait dire. Ouais. Il y a quelque chose de pastel un peu. Ouais. Encore, Exactement. on est un peu perdu, On est toujours dans l'aspect sacré, hein, finalement. Oui. Et toute dernière remarque, si vous pouvez nous emmener là-bas, Françoise. Parce que là aussi, c'est intéressant. Je trouve que c'est touchant. Je vous laisse avancer un petit peu, si vous voulez bien, comme ça. Voilà. Et je vous retrouve de l'autre côté. Oui, voilà. On se retrouve dans une vague, finalement. Exactement. On est entre la poussière et la suie. Ici, ce sont réellement en plus des cendres qu'elle a récoltées dans son foyer. Hein. Et donc, il y a un vécu là-dedans, évidemment, l'âtre, le foyer, c'est pas anodin dans une maison. Et en même temps, bon, ben voilà, ça, on sait que c'est la fin.
En même temps, quand elle les a disposées, bon, il y a peut-être eu un peu de mouvement d'ailleurs depuis qu'elles sont là, mais quand elle les a disposées dans cette espèce de vague, elle-même y a vu, mais après, parce que je crois qu'on est, elle en tout cas, et beaucoup d'artistes sont imprégnés d'éléments, de formes, de graphisme, mais de formes qui leur parlent surtout. Et ici, elle a dit, elle a revu après la structure de la ruine des forges et elle a dit, ah, mais c'est peut-être de là que je tenais cette forme que je souhaitais poser ici. Bon, en même temps, bon, la cendre, c'est aussi la mort, ça nous renvoie peut-être de façon sereine, je pense, mais à la disparition. Et l'objet, c'est ça aussi, il y a une forme de disparition, on est entre l'objet qui est arrêté dans le temps, il n'est pas mort, il est là, il est très présent, mais c'est une présence suspendue, arrêtée. Voilà, Françoise et Célestin, déjà on vous remercie pour votre accueil. Et puis c'est vous. vraiment magnifique à découvrir. Dernière précision, jusque quand cette exposition? Et surtout, nous préciser où ça se trouve, parce que ça aussi c'est original. Oui. Voilà. Voilà, nous nous trouvons en Belgique, vu que vous avez des auditeurs essentiellement français, donc je vais quand même le signaler. En Belgique, nous ne sommes pas très loin d'Étal et Virton, pour ceux qui connaissent. Montauban est un site passionnant, non seulement pour notre centre d'art contemporain, mais aussi pour tout l'ensemble. Donc c'est un lieu où vous pouvez venir en famille, nous accueillons les enfants, tout le monde, on donne des explications si on le souhaite, on laisse visiter librement si on le souhaite. Donc il y a vraiment un accueil qui est prévu. Les vendredis, samedis, dimanches, l'entrée est libre, donc vous venez quand vous voulez, les après-midi de 14h30 à 18h. Et à ajouter, c'est que c'est jusqu'au 20 octobre. Après la saison est l'hiver et on ne vient plus ici, on y vient pour y travailler. Sachez aussi qu'il y a la forêt à côté, qu'il y a des belles balades à faire. Voilà. Célestin, je veux vraiment le dernier mot de fin. Encore une fois, en tant qu'artiste, c'est quand même un site très intéressant, non, quand on vient exposer ici. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est une friche industrielle, mais qui n'a pas de nostalgie. C'est-à-dire que le fait d'avoir installé dans cette friche des containers, donc des éléments complètement contemporains, il n'y a pas de nostalgie par rapport à la friche, par rapport au passé. C'est quelque chose qui continue à vivre et qui se développe. Et il y a le rapport avec la nature aussi qui est très intéressant, ça qui lui est intemporel. Donc c'est vraiment une source d'inspiration pour tout le monde, pour ceux qui visitent et pour les artistes.